Mais ça sonne pas la fin de l'édition. Vous savez pourquoi? Parce qu'il manque une catégorie dont je n'ai pas encore parlé, c'est les cartes colorless. Et pas les artefacts, les cartes Ben, techniquement, colorless. les lenses, c'est des colorless aussi. Oui. Mais je parle de cartes colorless. Ce ne sont pas des langues. Eh oui, parce Ou que... des artefacts. Oui, aussi. Effectivement, merci de le préciser. Parce que là-dedans, il y a évidemment des Eldrazi qui sont colorless et qui viennent foutre la castagne dans l'univers des Zendikar. Et donc, il est quand même intéressant de revenir là-dessus. Il y en a quand même pas mal en plus des bons Eldrazi là-dedans. Oui. Allez, on va commencer par un tout petit. Conduite of Rune. On va commencer par lui. Donc, je vous montre la carte en question. Ah. Conduite of Rune. 5-5 pour 6. Il dit que quand il entend jeu, quand tu le joues, t'en vas chercher. Ah, focus de merde. Cancérigène, le focus. Merci. Donc en gros, c'est une 5-5. Et quand tu le casses, tu t'en vas chercher une carte créature colorless avec une valeur de 7 ou plus. Tu le ramènes et tu le mets dans ton top. Et la première créature que tu joues, à chaque tour, coûte 2 de moins. J'aime bien lui. Oui, il est bien cool. Il est bien cool. Il est cool, il est cool. Un bon tutor de créatures comme on les aime. C'est même pas color... c'est-tu color... Oui, c'est colorless, pardon. Mais voilà, d'autres créatures à mettre dans tout deck colorless qui se respectent en gros. Voilà. Voilà. Y a pas de question à se poser. Même Peut-être... si- Qu'est-ce que ça dit? C'est quand même le fait aussi qu'après, qu'il va le chercher, il va faire quand même que la carte, quand tu vas la piger, elle va te coûter aussi 2 de moins quand tu vas vouloir la caster aussi. Oui, ça c'est vrai. Puis par la suite aussi, toutes tes créatures, enfin, la première créature que tu vas jouer à chaque tour, va coûter 2 de moins. C'est ça qui la rend si forte que ça, là. Ah, puis d'ailleurs, merci tournée de 4, j'ai oublié de te le dire, mais merci pour le lock en passant. Merci de rester en lock, ça fait vraiment super plaisir. Bon, voilà. Pas chose de plus à dire, évidemment, dans tous les decks Eldrazi. D'ailleurs, le Commander incolore que quasiment tout le monde joue, le voilà. On le montrer pour que vous ayez une idée du Commander en question. Voilà. Donc ça, c'est le principal Commander colorless utilisé par les joueurs. Donc, le voilà ici. Une 12-12 pour 10. Non, je vais pas vous en parler parce qu'il est dans Autumn Gatewatch. Si j'avais l'édition, je vous en parlerais. Ou si on était rendu à cette édition-là, je vous en parlerais. Mais là, c'est pas le cas. On se pas la tête avec ça. Bon, venons à notre conduite d'un coup. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, en fait, au final, maintenant que j'y pense. Bref. Ensuite de ça, on a l'Endless One. Qui est quand même assez intéressant sur le principe. C'est une carte qui est dans le principe, on peut le jouer n'importe quand, en fait. Voilà. Donc, Endless One, c'est une créature qui est 0-0 pour X. Et en fait, il arrive avec un nombre de marqueurs plus 1 égale au nombre de mana que tu as dépensé dans le X. En gros, si tu payes 2, c'est une 2-2, si tu payes 3, c'est une 3-3, si tu payes 6, c'est une 6-6, etc., etc. Vous comprenez le principe. D'ailleurs, dans Green, es-tu toujours là? Oui, je suis encore là. Jusqu'à un moment donné où genre, j'ai comme eu plus de son, mais d'un coup, t'es revenu. Hein. Ah, c'est bon. C'est comme moi qui rappelle à l'ordre en mode Gotana là, qui fait des claquements de doigts. Là. Fait que, Endless One, est-ce que tu te souviens du Eldrazi Winter? Ah, j'ai jamais entendu parler. Là, je vais te. Alright, fait qu'on va aller. Let's do this. Parce que Battle of Zendikar puis Out of the Gatewatch a amené des créatures assez grotesques. Attends, Endless One étant une. excuse-moi, avant que tu continues. Oui. Avant que tu continues, c'est quoi le nom de la carte que tu disais déjà? On parlait d'Endless One, puis on parlait du Eldrazi Winter. Parce que c'est comme ça qu'on a appelé le format moderne quand Out of the Gatewatch est sorti. Ah oui. Ah oui, c'est vrai! Oui, cette période, c'est quand même super importante à parler, oui, en effet. Très important. Ok. Dans le temps que Eye of Ugin puis Eldrazi Temple étaient encore légal en moderne,
Eye of Ugin faisait que les Eldrazi coûtaient 2 de moins. Eldrazi Temple faisait que tu payais 2 mana colorless pour seulement des Eldrazi ou un colorless. Endless One, c'est pas compliqué. Si tu joues un Eye of Ugin, tu peux avoir un Endless One pour 2 parce que tu le faisais pour 2, tu le résolvais de 2. T'avais aussi Eldrazi Mimic qui faisait que quand une autre Eldrazi ou une autre créature colorless arrivait en jeu, il pouvait avoir son power toughness jusqu'à la fin du tour. Avec ça, plus Tendentier, 4-4 pour 4, qui faisait que justement tu allais voler une carte de l'adversaire, tu lui exilais une carte de sa main, puis que quand Tendentier mourait, tu lui faisais piger une carte. Et Reality Smasher, qui est une 5-5 Trample Haste, que si elle se fait targeter par un spell, faut que le gars discarte une carte, sinon le spell est contré. Ben, ça t'arrivait que tour 1 ou 2, tu pouvais faire genre Eye of Ugin, Eldrazi Mimic, Eldrazi Mimic, tour 2, Eldrazi Temple, Pay Tap Telosata, Top Dentier, Trigger d'Eldrazi Mimic, c'est des 4-4, je t'enlève une carte, je te fais de 8, t'es déjà à 12, puis j'ai l'étal au prochain tour. Quasiment. Puis tour d'après, c'est genre joue un land, Reality Smasher, j'ai 3-5-5, dont une Trample Ace, puis une 4-4, je te swing. Souvent, tour 3, tu mourrais. Ah oui. Pis c'était assez consistant, t'sais. C'est pas compliqué. Je me rappelle, j'ai vu un top 8 que c'était genre 7 decks d'Eldrazi, pis t'avais un deck d'Elf. Parce que c'était plus rapide, t'sais. Tabarnouche. Aïe aïe. Donc ça c'est Eye of Ugin pour ceux qui se poseraient la question. Pis malheureusement avec ça, ben Eye of Ugin était banni. Ben, ouais. Heureusement, parce que Eldrazi Winter a quand même fait de quoi de assez... parce qu'avant les Eldrazi, ça a toujours été des créatures qui coûtaient excessivement cher. Ouais, effectivement. C'est probablement une des périodes les plus traumatisantes de l'histoire du moderne avec Ogak. Avec la fameuse période de 2 mois avec Ogak. Ouais. J'ai pas vécu dans cette période-là. Je pense que j'ai vécu plus après. Ou peut-être que j'ai vécu, mais plus vers la fin de cette période-là. Parce qu'il a été banni, genre, assez rapidement. Parce que Shadows of Innistrad venait de sortir, là. Oh, Dark Decimal! D'ailleurs, salut à toi, Dark Decimal. Tu as monté de level. T'es rendu au niveau 22 en jouant moyen. Merci d'être là pour ça fait super plaisir. Et Tony de 4 également qui devient une joueuse moyenne des niveaux 29. Merci d'être là pour ça également, ça fait vraiment super plaisir. Bref. Voilà pas de Endless One. Après ça, dès qu'Eye of Ugin t'es banni, Eldrazi Mimic est plus joué, Endless One n'est plus joué. Tendancieux Reality Master restait encore. Mais bon, maintenant dans le moderne, ces cartes-là, c'est niaiseux, mais c'est trop lent. Ouais, il y avait l'Eldrazi. Oui. Ben, il restait juste l'Eldrazi aggro qui était moins fort qu'avant. Ouais. Et il y avait l'Eldrazi-tron. Ouais. L'Eldrazi-tron qui est plus vraiment joué à l'heure actuelle, malgré le fait que c'est resté longtemps. Eldrazi-tron, c'est pas mal le standard à ce temps avec Walking Ballista aussi. Oui, c'est vrai. C'est pas mal le standard à ce temps. Il n'y a plus vraiment de couleur. Souvent, ça va être colorless. Là. Ouais, en effet. Là, à cette heure, ben, c'est juste l'Eldrazi mono vert tron qui est joué à l'heure actuelle. C'est En tout cas, ben, franchement, là, c'est vrai que j'ai pas pensé à parler de cette période-là, alors que c'est une des périodes les plus importantes. C'est une des périodes les plus traumatisantes de l'histoire du format moderne, là. Franchement, tu vas bien en parler, parce que c'est quand même très important à parler, là. Oui. Enfin, bref. Sinon, pour en revenir à Endless One... Bon, voilà, il y a trop d'arrière en faire, donc je reviens directement dessus. Bref, Endless One, en gros, c'est littéralement, juste à l'heure actuelle... c'est quoi le nom de la carte déjà? Ah, le voilà. C'est littéralement une version inférieure du Stonecold Serpent, si on devait le comparer aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que tu y penses, c'est vrai que c'est une bonne comparaison. Oui, parce qu'il y a exactement les mêmes capacités. Ok, c'est un artefact en plus, un petit peu plus facile à casser, mais pas exactement parce que déjà, il y a capacité d'évasion, trample, peut bloquer les vols avec reach, et protection contre le multicolore. Tout à fait. Donc les Assassin's Trophy, les collègues du Calman, les non, Stonecold Serpent, là, c'était bon. Là. Ben oui, c'est une bonne carte, là. C'est vraiment une excellente carte. C'est littéralement une version. Cette carte a juste mal vieilli, en fait, le Swan. Tu peux être que ça. C'est, tu sais, mettons, je vais le jouer dans un deck d'Eldrazi, parce que c'est un Eldrazi, tu sais. Ouais, c'est ça.
Mais si tu veux jouer une carte similaire dans n'importe quel deck que tu as envie de jouer parce que tu joues casual, prends le Stone Cold Serpent, c'est largement Yep. mieux. Tout à fait. Voilà, c'est littéralement ça. Après ça... Ouh, celle-là, il est gros. Tu fais un commander, sinon tu fais un commander deck, c'est X Tribal. Juste des cartes qui ont X dans leur coup. Oui, exactement. Techniquement, t'as l'Hydra justement qui est dans le bleu, noir, vert, là, qui fait ça. Là, tu fais des Hydras quand tu fais ça, puis. Ah non, c'est drôle. Oh oui, en effet. Bon, maintenant, on va parler de l'Oblivion Sour. J'ai fait une carte de vous, la MP à toi et Dark. Ah ouais? Contre... On s'interrompt tout le temps quand on parle en même temps. C'est ça le problème. Pour moi. Non, effectivement. On est deux personnes qui parlent beaucoup, fait que c'est dur. Ouais, ça c'est... Ouais, il y a très peu de moments où on peut parler avant que ça recommence à parler. Yes. Donc, voilà le Oblivion Sour que je possède. Et même que je possède en trade. Que je l'ai pogné souvent. C'est quand même une bonne mythique en vrai. Non, une des mythiques que j'ai pogné souvent, moi, c'est Akum Firebird. Moi, la première mythique que j'ai pognée de l'histoire de Magic, là, c'est tout simplement Avacyn, c'est Archangel Avacyn. C'est la première grosse mythique que j'ai pognée de ma vie, puis elle valait 70 pièces à l'époque. Bah oui. Donc j'ai décidé de la garder, puis finalement, elle vaut juste à peu près des 10 pièces à peu près. Non, Archangel Avacyn? Ah oui, dans... Dans Shadows Shadows of of Innistrad, oui, c'est vrai. oui. Non, effectivement, ça valait 40$ plutôt quand c'est sorti. Moi, je l'ai vu à 70 quand c'est sorti, en fait. Peut-être, tu l'avais foil, mais il me semble... Peut-être que c'est sorti, Même mais pas après foil. ça l'a baissé Arrête. vite. Ouais, du base CV, je pense. Mhm. Mais bon, ça reste quand même une bonne carte. Mais bon, revenons à Oblivion Sour. C'est une 5-8 pour 6, donc... Bon 0 coloré. Voilà. Je me serais rattrapé d'un mot. Et qui dit en gros, quand tu le castes, un joueur adverse exile les 4 cartes du dessus de sa librairie, et tu peux y mettre n'importe quel nombre de landes exilées de cette manière, en juste ton contrôle. Donc, évidemment, on va rementionner une brise, qui sert justement des cartes exilées pour avoir la possibilité de grossir. Et en plus, bon, ok, soit il devient moins gros, mais tu rentres plus, soit il devient juste plus gros. Ça me fait penser ça. Ça me fait penser comme que tu peux jouer en tant que Ingest Commander. Oui, en effet. Mais c'est pas une créature légendaire, l'Oblivion Sour, par contre. Non, je sais, mais tu peux le mettre dedans, je veux dire, tu comprends, je veux dire, c'est que t'as plein de créatures avec les capacités Ingest, et quand tu fais du combat de dommage, tu exiles le top card, ben ça fait que justement... C'est vrai, un peu comme le Wasteland... le Wasteland Eldrazi dont j'ai parlé tantôt, là. Le Wasteland Straggler. En gros, c'est ça. Il me semble que dans le rouge... Lui, c'est un payoff si t'as des cartes en exil. Ouais, en effet. Soit tu rampes pas mal, soit tu rampes moins, mais tu grossis une brise. C'est quand même vachement intéressant, en fait, une brise. Avec Oblivion Sour. Tout comme le fameux Seer of Stagnation. Et en plus, ça te fait ramper pas mal. Bon, très peu de chances que ça rampe beaucoup pour la CP des créations, que c'est juste le top 4 dans un joueur ciblé. Mais dans un deck de Blink aussi. Dans un deck de Blink, ça peut t'intéresser aussi. Oui. Que ok, fait que là, je vais y marquer. T'exiles les top 4, mais après ça, tu mets tous les laines exilés. Oui. Pas juste les 4. Tous les cartes que t'as déjà exilées, tu peux les mettre si c'est des laines. C'est vrai. Fait que c'est vrai, t'as totalement raison en fait. Toutes les landes. J'ai pas remarqué ça pantoute. T'as totalement raison. D'où pourquoi que j'avais 20 meilleurs. Oui, ça te donne au moins 4 au pire des cas. Mais si t'en as mis plus parce que t'as fait un exemple, un Ingest Tribal, qui est en gros de prendre des cartes de l'exil, ben. Voilà. T'as totalement raison là-dessus. J'avais pas vu cet aspect-là. Si t'as déjà exilé plein de cartes, pis parmi eux, il y a des landes, pis que tu mets ça, hey, donne-moi toutes tes landes, tes fetch, des landes que j'ai cassées parce qu'ils sont cancérigènes, pis que je vais les utiliser pour être cancérigène avec les autres. Voilà. Ouais, j'avais pas vu ça. Tu fais bien de le remarquer. Bref. Ensuite, on a une grosse carte vraiment dégueulasse. À moitié. Demi-dégueulasse. Demi-dégueulasse. Le One Over avec un W. Voilà. Donc le Void One Over que je vous présente ici.
Ah, je l'ai tout plus levé, lui. Ben, c'est normal. C'est quand même une des cartes les plus chères du set, là. C'est vrai, oui. Je pense que la deuxième, dans ce que j'ai vu, c'est la deuxième carte la plus chère du set. Oui, en effet, t'as totalement raison, je pense. Voilà, il est beau, hein? Un beau Eldrazi en plein milieu de son lieu de repos. De sa caverne. Voilà. Donc le Void Whenever, c'est une 11-9 pour 9. Ça tient en gros. Hey! C'est quoi? Tout ce qui coûte paille, personne à part moi qui peut les jouer. En plus de ça, tu peux pas bloquer avec tes créatures avec un coup de paire. Qu'est-ce que t'en Qu'est-ce que t'en Là, penses? tu peux. Moi, le plus drôle que tu peux faire avec ça, c'est que si tu joues ça, tu peux aussi faire que. Je donne un exemple. Tu joues des cartes qui fait que toutes les Valakos coûtent un de plus. Mais là, le gars, faut qu'il casse que maintenant, c'est les cartes impaires qu'il peut pas caster. Parce que les cartes qui sont impaires coûtent un de plus, donc ton père, donc peut pas les caster. En fait, non, ça prend juste encore la valeur de mana, je pense. Et pas le fait que ça peut coûter des mana de plus. Oups. Attends, il y a pas quelqu'un qui casse pas, c'est Converted Malakos. Fait que, ah, Mana Value 1, non, t'as raison, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Si je m'en passe, qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? C'est à cause des cartes avec le X dans le cost. C'est le X dans le cost va changer selon ce que t'as mis dedans. C'est ça. Ça fait que ça coûte un de plus, mais ça change pas la valeur de mana. Non, mais ça. Simple que ça. Donc, une créature un peu fourre-tout, mais qui fait chier pareil, parce qu'elle coûte cher, mais qui fait chier le monde pareil. Il coûte cher pour ce qu'il fait en gros. Je viens de penser à ça. Il y a des cartes qui permettent de changer un mot. Tu pourrais changer event par odd puis faire l'inverse. Me semble que tu pourrais, me semble. Il semble que c'est dans les unstable. Dans les unset, me semble. Non, il y a des vieilles cartes qui te permettent de changer un mot pour un autre, me semble. Oh, Je sais pas s'ils sont limités à juste les couleurs, mais il y a une carte avec Cypher, me semble, qui avait ça. Quand elle fait du combat de damage, tu peux changer un mot dans un texte, chose de même. Dans le temps, il y en avait des cartes vraiment fucked up là-dedans, là. C'est sûr et certain. Ou là, effectivement, là, c'est ça. Je sais pas si c'est juste aux couleurs, mais. On a quand même des cartes qui ont rapport avec des paris. Oui. Genre des vrais TNT, paris, là. Ouais. Genre tu paries des cartes, puis tu peux les perdre, là. Ouais, ces cartes-là sont bannies dans tous les formats. Tant mieux. Ça a comme pas rapport, ce genre de façon de jouer là. On n'est pas dans un jeu de casino ici, on est dans un jeu bienveillant avec des bonnes cartes bien cool. Oui. Bref. Sinon. Y a-tu des decks qui peuvent l'utiliser de manière plus dégénérée? Ah oui, c'est vrai! Yannette. On peut le jouer gratuitement avec Yannette. Cool. Voilà. Donc, un Sphinx qui te permet de regarder... à chaque fois qu'elle attaque, tu réveilles le top. Si c'est une créature avec un coup impair, tu peux le jouer gratos. Je pensais à faire ça, un Yannette ou est-ce un deck que c'est juste des cartes qui sont impaires, à part les Basic Land évidemment. Là. Elle-même étant impair Fait que aussi. Oui, effectivement. Bon, ça marche pas, tu sais. Fait que c'est même le fun que tu te donnes une difficulté à faire, ok, j'ai là le droit de faire des cartes qui coûtent 1, qui coûtent 3, qui coûtent 5. Fait que tes rems, faut qu'ils soient en 1. Puis ou en 3, tu sais. Ouais, tu peux même pas les mettre en 0, même à 2 en fait. C'est talent un peu en effet. Mais c'est ça qui est le fun, ça te permet d'avoir une restriction dans ton deck building. Mais ça fait que si c'est pas un land que t'as pogné, c'est sûr que t'as la casse pas gratuite. Ok, ouais. Y a aussi... Tu pognes un Void Winnower, tu pognes un... ben j'allais dire un Miracle, mais il est banni, là, mais l'autre carte de tantôt, ben ça marche. Oui, ça marche. Y a quand même une 11-9 qui pop gratos comme ça. Et en plus, casse les couilles de la moitié du temps. Mais voilà, c'est juste un excellent Eldrazi en fait. Oui. Et on va terminer. Tu disais quoi? Non, mais c'est pour ça que j'allais revenir là-dessus que c'était la deuxième carte la plus chère du set. Oui. Mais veux-tu savoir c'est quoi la carte la plus chère du set? Oui, c'est laquelle? C'est tout simplement la carte. La pièce maîtresse de l'édition. La plus hype et la plus cool et la plus pétée de toutes. Je vous présente. On le disait un petit peu plus tôt, je pense. Ulamog de Ceaseless Hunger. Ulamog, celui qui arrête pas de manger. Exactement.
Ah, il coûte 10, je pensais qu'il coûtait. Ah non, c'est l'autre Ulama qui coûte 11. Damn it. Oui. Qui est encore mieux que ce que tu pensais. Ouais. Non, parce que si ça aurait coûté 11, t'aurais pu avec Yannette de le jouer gratuitement. Ah, c'est vrai, oui. Ouais, non, celle-là en standard, je l'ai pas aimé, mettons. Ouais, pis le monde l'appréciait pas tant que ça quand il était légal en standard. Je pense qu'il était. Me semble qu'il était fini par être banni, me semble. Non, il a jamais été banni. C'est les sorts qui lui C'est les permettaient cartes d'être joué. Ouais. Ouais, comme le Ether Ouais. quelque chose, là. The Works Marvel. Ouais, l'artefact qui fonctionnait avec les énergies et tout, là. Yes, spin the wheel. Yes! Hey! Je vais juste dépenser ces énergies. Puis je vais mettre de quoi que bien pété qui coûte gratos en jeu. Ouais. Dans mon spécial, je casse de quoi qui coûte gratos. Ouais, tu casses de quoi qui coûte gratos. Fait que je peux mettre des accommodes de cette manière-là. Il y a Et ça, t'es pis tapé là, toutes tu- mes lands! Oui. Non, Zakama, c'est si tu l'as cassé de tes mains. Ouais. Ah, Mais Ulama, que t'exiles quand même 2 permanents. Parce que tu l'as casté. techniquement, ouais. Attends, c'est quoi le nom de la carte de l'artefact qui était banni en standard? Déjà? Aetherworks Marvel. Euh. J'ai gagné pour mon tapis de champion en finale contre ce deck-là. Oh, Avec bien mon deck Black and White Zombie. Oh, bien joué ça. Attends, c'est Etherwork. Marvel. Marvel, c'est Marvel? Ouais, Marvel, littéralement Marvel comme la compagnie. Hein. Etherwork, ça veut. Puis Etherwork, c'est écrit comment? Il y a un S, Ether, E-A-E-T-H-E-R, Work, W-O-R-K-S, me semble. C'est pas ça, Marvel. E-A-T-H-E-R? A-E-T-H-E-R. Ah, ok. Bien inversé. Exactement. Ah, enfin, merci. Donc, ça, c'est une carte qui a été ban en standard de l'époque. Tellement c'était broken de mettre un satané Ulamog à la con. Je pense que c'est pas nécessairement que la carte était broken. Le problème, c'est que les cartes qui jouaient avec. T'sais, exemple, ça coûtait 4. Ben, t'es tour 3, tu jouais une carte qui disait gagne 3 énergies, puis j'ai une carte, ben, ça te coûtait à moitié. T'avais déjà la moitié de fait. Tu as accumulé tellement d'énergie qu'au final, tu as juste à payer 4, puis tu l'engages, payé à capacité, que ça coûtait même pas de mana. Non, effectivement, tu jouais 4, puis tu lui allais go de suite. C'est juste 4 de même, là. Moi, je m'en souviens de cette époque. Moi, je m'en souvenais de cette époque-là, là. J'ai été témoin de ça, là. J'ai pas joué en standard, là, mais. J'avais vu qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les decks d'énergie de Kaladesh. Ouais. Ben, c'est une autre ressource. C'était quand même fun comme technique, par exemple. C'était le fun, mais je pense, quand Etherworks Marvel, il y avait d'autres decks d'énergie qui étaient quand même forts. Mais banner Etherworks Marvel, c'était une bonne affaire. Puis ça faisait que les decks d'énergie étaient quand même le fun. T'en avais un aussi, justement, où ton but c'était tu payes trop d'énergie, tu doublais son power, puis tu pouvais y aller, genre, pour faire je t'attaque, je boum, pom, trample, t'as l'étape. Ouais, les decks d'énergie sont tellement puissants qu'il y a eu beaucoup d'autres cartes de banni là, de ce deck-là. Là. Tu sais, il y a le ramp pour un vert, tu t'en vas chercher un basic, tu le mets dans ta main, puis t'as 2 énergies. Ouais. T'en as un qui te donne 3 d'énergie. Je pense qu'il coûtait 3 seulement. Là. En tout cas, il y a quoi qui coûtait 3? C'était une carte simique, me semble. C'était 3. Oh oui, celui qui fait piger une carte 3 énergie, ouais, c'est exactement ça que je parlais tantôt. C'est une 3-2 en plus, tu sais. T'avais celui qui est bleu-rouge, que tu gagnais 3 énergies, 2 énergies, je pense, puis ça te coûtait 3, tu faisais un top turn. Il y a des affaires de même. Là, dans les 3 d'énergie, puis pour 3, tu faisais un top turn. Ouais, c'est ça. Je m'en rappelle. Ah. Il y en a eu beaucoup que. Ouais, le deck a été omniprésent pendant très longtemps en standard, là. Ouais. Même avec d'autres éditions qui sont sorties, là. T'sais, d'ailleurs, même les développeurs de Magic qui ont confessé que cette mécanique était trop puissante puis qui auraient préféré donner plus de moyens pour interagir avec cette énergie-là. Comme les enlever, par exemple. C'est triste, mais... ok, ça. Là c'est passé, là, mais... J'attends que ça a été une période un petit peu noire pour le standard. Yep. D'ailleurs, les bans, il y en a pas mal eu souvent des bans depuis ce temps-là dans plusieurs sets de standard par la suite. Surtout Throne of Eldraine. C'est Throne of Eldraine, je pense, que pas mal fait de régolade des bans. Ouais, définitivement, là. Même pour d'autres formats comme le moderne ou le Pioneer, là.
Bref, voilà. C'est vraiment dégueulasse. Mais bon. Ouais. On va revenir à notre cher Ulamog. Évidemment, c'est une des pièces maîtresses pour pas mal de decks de tronc. Si vous m'avez vu faire du Magic the Gathering en format moderne sur Spelltable avec un certain Nidionax, vous devez savoir qu'effectivement, il joue un deck tronc. Et justement, il joue des Ulamog dans son deck. Ulamog, ça fait mal ça fait quand même pas beau. Tu peux le jouer dès le tour 4 avec genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec 2 towers plus les 2 autres pièces de tronc, en fait. Quand même vachement efficace d'exiler 2 permanents de ton choix. Hein, je vais exiler tes terrains. Ouais. Avoue que ça, c'est laid un peu. Ah, voilà, c'est une pièce maîtresse de tronc, ça, je pense que tout le monde connaît. C'est une grosse, énorme patate. Souvent, la plupart du temps, le monde, il en joue 2 dans le deck. Certains, ils en jouent 4. Parce qu'ils ont plus tendance à toucher les bases de mana des adverses. Dépendamment de la façon des jouer, mais la plupart du temps, on le voit en 2 exemplaires dans le deck. Voilà. Donc, évidemment, il est quasiment... T'as combien, là, d'ailleurs, sur Face-to-Face? Allez, checker ça tout de suite. La Mog. Il est à combien? Il est à 80$ en full neuf. Fait qu'il est... Il est quand même cher, le petit bonhomme, hein. Il a pas été reprint souvent, d'ailleurs. Je crois qu'il a été reprint une fois, me semble. Non, même pas. Il a jamais été reprint, en fait, cette version du Lamog. Non. Non, effectivement. Ceux de Battle of Thundercore et Eldrazi ont jamais été reprintés. Ni ceux de Out of Gatewatch. Oui, en effet. Mais voilà. Bon. Ça, c'était la dernière carte de Magic the Gathering. Et franchement, c'était vraiment cool. Mais, tu l'as mentionné en début du live, il y a quand même quelque chose de super intéressant dont on va faire parler. Et tu sais c'est quoi? Les Expedition Land. Exactement, ouais. La raison du pourquoi c'est une édition avec laquelle les gens ont beaucoup acheté des packs, c'est tout simplement la première fois où on a vu des cartes avec des hordes alternatives officielles. Enfin, des hordes officielles dans des boosters. Ouais. Oui. Me semble qu'il était genre moi, d'après ce que j'ai entendu, c'était aux 4 boîtes qu'on pouvait en trouver un. Me semble. Au 6, c'était au 6. Fait que t'achetais un case, t'en avais un dedans. Un case était en 6 booster box. Oh boy, c'est encore pire. Yep. Moi, j'en ai ouvert de mon côté. La seule que j'ai eu la chance d'obtenir, c'est un Godless Shrine. Moi, j'ai eu Verdant Catacomb. Que j'ai malheureusement perdu. perdu. Je vais juste ouvrir le menu, donc vous voyez genre énormément. Dans Expedition, voilà. Donc. Moi, c'est pas bien. Godless Shrine, c'est pas une mauvaise aide non plus. Là. Ouais. C'est un des... C'est un Shockland. En fait, dans cette édition, tu sais quoi, je vais te laisser en parler un peu plus si ça te dérange pas, je peux te laisser en parler plus des expéditions vu que tu voulais en parler. Mais non, vas-y, je vais te laisser pour ETK, je vais racheter si jamais il manque quelque chose. Ah, ok, c'est bon. Ah, ben c'est très gentil. En effet, c'est mon live, oui, c'est vrai, mais je te le proposais, voilà. Mais bref. Donc, les expéditions map, il y en avait, comme Targun te le dit, à peu près aux 6 boîtes. Ce qui fait que c'était des terrains sacrément rares, mais les reprints, à l'exception de 5 d'entre eux, étaient vachement intéressants. On avait par exemple les Fetchlands de toutes. Donc les Fetchlands, bon, il n'y a pas de E évidemment. Il y avait par exemple, là je vous les montre en version, non ça c'est un Rising, voilà. Il y avait par exemple les Fetchlands. De toutes les Fetchlands, hein? Les versions Zendikar comme ceux qui venaient de l'édition de Can of Tarkir. Il y avait les Shocklands, que vous voyez ici. Mais il y avait aussi, et je pense que c'est considéré comme les pires expéditions que tu pouvais avoir de l'édition, à savoir les Battleland. Ça c'était pas cher quand t'as pogné un. Oups, je me suis trompé. Donc, Lad.
Ouais, quand t'en pognais un, c'était poche un peu, ouais, en effet. Parce que oui, ils existaient en version expédition. Donc les Masterpieces. Mais c'était les moins chers de toutes. Justement à cause du fait que c'était pas les terrains les meilleurs que tu pouvais trouver. Bref, il y en a eu aussi dans Out of Gatewatch. Mais c'est pas mal des terrains un peu différents. Il y avait le cycle des filtres landes, par exemple. Mais pas mal de terrains individuels aussi, surtout. Alors que là, il y a juste des cycles dans Path of Syndicate. Mais dans Out of Gatewatch, il y avait des terrains comme Wasteland, Strip Mine. Il y avait le Ali Cupman aussi. Il y avait aussi le Reflector Pool, qui est un terrain qui te donne un mana de la couleur de ton choix parmi les basic lands que tu veux contrôler. Etc. Bref. Mais c'est quand même plus impressionnant dans Path of Syndicate parce que là-dedans, tu pouvais trouver parmi les terrains les plus populaires qui existent au monde. Avec les Shocklands et les Fetchlands qui sont parmi les terrains les plus joués dans Magic, littéralement parlant. Oui. Et c'était aussi pour ça, à cause du fait qu'ils coûtent assez cher. Les Shocklands, ils valent genre entre 15 puis 20 piastres. Les Fetchlands, c'est même dans les 40, 50, 60 piastres, peut-être même plus des fois. Voilà. Fait que c'est vraiment des lands qui sont ultra chers, ultra durs à trouver. Ils valent une fortune aujourd'hui. Même un petit peu les versions les Battleland de version Expedition Map valent quand même une 50-60 de piastres. Passe. Ouais, oui, mais les Battleland, je veux dire, entre ça et une fetch qui vaut 200-300 ou une Shockland qui valait énormément d'argent. Ouais, c'est vrai. On s'entend qu'on préférait une Fetchland ou un Shockland par rapport à un Battleland. Ça, c'est clair. Tout à fait. Mais ça reste mieux qu'une claque à gueule. Ça, c'est clair net. C'est sûr. Je rappelle que c'est au 8 boîtes. Au 6 boîtes, pardon. 6, ouais. 6, ouais. 6! Ça me fait penser au Chicken Swell avec un des sketchs, mon petit pou, 6. Où il y a un personnage qui dit 6. Mais bref. Donc voilà, c'était aussi une des raisons pourquoi le booster est aujourd'hui à 10$. Ouais, effectivement. Parce que si on en revient, mettons, on fait une rétrospective. Je te dirais que Battle of Zendikar, comme dit, t'as Ulamog, t'as Von Winnower, puis après ça, les cartes sont vraiment pas chères, je te dirais. Fait que tu veux souvent juste avoir les cartes pour essayer de pogner une Expedition. Ok, ouais. 2 secondes, je vais juste aller chercher une bouteille d'eau. Oui, t'inquiète pas, je fais ça pour toi, mon cher Dragofeu. Pendant qu'il est parti, on va vous continuer. Non, c'est une des raisons aussi pour ça, c'est que ça fait que les Expeditions, le fait que quand on t'est... Vas-y. Excuse-moi, t'étais en train de parler? Oui, non, c'est ça. Je disais justement qu'en gros, une des affaires qui était faite, qui était intéressante, c'est qu'à cause des Expeditions, le monde ouvrait tellement de boosters que c'était quand même les premières fois que le standard devenait vraiment peu dispendieux du fait que tout le monde voulait les boîtes. Donc, faisait que justement, tu pouvais facilement avoir un deck sans trop cher, sans trop payer cher. Là, je suis en train de m'étirer en ce moment pour notre cher Un Drague au Feu. Et voilà, je m'étire pour toi. Voilà. Avec des poses extrêmement étirement et crissement lettres. Un power flex. Yeah! Ouais, rien que pour toi. Moi que j'ai des gros bajoux des joues. Ouf! Hey, ça fait-tu bien, là? J'aurais dû l'amener depuis tantôt, ma bouteille d'eau. Je l'ai oublié, puis je l'ai pas amené parce que je parle avec toi. Ah! Oh mon dieu, ça fait du bien, l'eau! Yeah. Water is good. Water is good for you. Hey, très clairement. Ah. Fait que voilà, t'as-tu des choses à ajouter par rapport aux expéditions? Non, le fait que c'était quand même l'effet collecteur qu'il y avait. C'est rien des yeux, mais peut-être c'est à cause des Battlelands, les Expeditions, que tout après ça dégrécolé avec les Secreters, avec les cartes niches, les cartes Special Arbs, ça fait même. Je pense que les Expeditions ont quand même été celles qui ont fait commencer tout le petit bling-bling qu'il y avait justement. Ouais, les gens qui ont commencé à essayer de faire pimper leur deck. Oui, effectivement. T'sais. Fait que c'est une des raisons aussi, je pense aussi que c'est ça que ça fait que t'étais des éditions ultra rares.
Puis qu'ils ont vu que ça a tellement pogné que ça fait perdre des boosters qu'ils commencent à en mettre un peu de partout. Là, c'est pour ça que dans maintenant, quasiment, t'as des cocktails boosters. Puis t'as des sets comme l'exemple avec des alternate art, t'es dans un dans chaque set quasiment. Là. Il y en a littéralement partout à cette heure-là. Des sets vrai. boosters où tu peux obtenir des alternate art. Mais la plupart du temps, là, à part pour Zendikar Rising où ils ont ressorti des expedition maps avec un design différent, tout le reste, toutes les versions normales, c'est toutes pour des cartes du standard en fait. Oui, effectivement. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que les foils ont un petit peu perdu de la valeur. Tu peux en trouver facilement. Il y en a qui ouvrent quasiment cette affaire à chaque nouveau set, les standards. Le monde rouvre pour avoir les cartes niches, justement, les cartes standards, art spéciales, comme là avec Neon Dynasty avec les néons. Là. Justement, tu veux justement ces cartes-là parce qu'ils valent super cher. Fait ça d'en avoir, mais c'est comme. Ça fait que les cartes maintenant, les boîtes. Le problème, c'est que les boîtes ont monté de prix, mais ils n'ont pas de montée de valeur. Ouais, c'est ça. Hey, c'est un peu tannant ça en vrai. Bon! J'espère pas avoir oublié de quoi. Ah oui, c'est vrai! Bon, J'aimerais ça terminer sur quelque chose qu'on malheureusement, sur la plupart, sur les éditions récentes, on trouve plus aujourd'hui. C'est le Player Guide. J'aimerais vraiment. Oui. Ça, est-ce que tu t'en rappelles de ça? Oui, je les ai. Dans le temps, je sais pas depuis quand, mais je pense Born of the God, je l'avais. Puis en gros, ça, je prenais les fat packs pour justement pour les boîtes, quoi que ça. Finalement, j'ai remarqué que ça coûte cher. Puis c'était mon petit dada, je pense. J'avais arrêté à Dominaria, si je me trompe pas, là, quelque chose de même. Mais effectivement, le Player Guide, c'était quand même quelque chose d'intéressant à voir. Ça fait comme une réflexion sur les cartes, justement, qui étaient intéressantes ou que Wizard trouvait intéressantes. Oui, puis il y avait aussi des explications sur des personnages importants. Le contexte de l'histoire, la personnalité des personnages aussi. Oui, effectivement. Malheureusement, on retrouve plus ça. C'est juste 10 boosters, la boîte, puis une petite affaire pour ranger les cartes ou les dés Ils plutôt sont que personne retirés veut. dans Kamigawa en fait. Il y a même plus de give, pas de give buff, mais de bundle. Non, en fait, dans le bundle, tu sais, la petite boîte là, noire où on pouvait ranger, ben il y en a plus en fait. C'est normal, personne ne le voulait. Ouais, c'est ça, personne le veut, fait que c'est du gaspillage pour rien. Ça, c'est comme, j'ai une boîte, tu peux ranger des cartes? Non. Ouais, c'est ça. Oui, mais tu peux pas les ranger de façon efficace, fait que ça sert à rien. Exactement, ouais. Tu peux ranger tes dés, je suis comme, ouais, mais j'en ai plein, ça, pis j'en ai pas de besoin. J'ai déjà mes boîtes. Genre, ou il fait comme dans Pokémon, pis il met un paquet de livres, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais pour en revenir au Player Guide, tu sais, il parle de l'histoire au complet, il mentionne des personnages comme Nixilis. Mais ce que j'aimerais faire, en fait, c'est de regarder les 10 cartes considérées comme étant les plus cool. Au moment où l'édition est sortie, en fait. Pour le fun, on va juste savoir c'est quoi les 10 cartes dans le Dead Battles and Decor. Ok. On commence par la première, qui s'appelle le Planar Out Burst. Donc, je vais vous montrer ça. Planar Out Burst. C'est un rituel qui coûte 5 dons de blanc. Ça détruit toutes les créatures non-land. Et Avoken 4, pour 8 dons 3 blancs, ça fait la même chose, sauf que, en plus, tu mets 4 marqueurs plus 1 à un terrain et ça devient une créature 0-0 avec de la célérité. Y'a personne qui joue ça en Commander. Juste vous dire. Moi, oui. T'en vas dans où? Oh, mais dans un deck de land, c'est ça. Moi, je le joue dans Noyador. Ouais. Ouais, alors, je sais, c'est la seule deck que tu vas jouer ça, t'sais. Oui, et c'est quand même pas si pire parce que tu touches pas à tes lands. Bon, tu touches à ton commander, mais tu touches pas à tes lands. Et t'en crées un juste en mode mourir en plus. Ou parce que Noyador va déclencher son trigger aussi. Oui, effectivement. Bon, bah bref. Donc, des fois, il y a des choses. Fun fact, Planar Outburst. Planar Outburst ne target pas si tu fais pas son Awaken, ok? Qui est juste de détruire toutes les non-land créatures. Si tu fais son Awaken, faut que tu targetes une laine. Ok. Si en réponse, cette laine est détruite, le spell est contré parce qu'il n'y a plus de target légal. Complet? Ouais. Ah! C'est donc ben laid, ça! Ouais. Parce qu'un spell qui n'a pas de target, mais qui devient avec une target, et après ça, la target devient illégale, ben le spell est contré. Oh mon dieu.
C'est donc ben laid, ça! Ben, le spell n'est pas contré, il fizzle. Fizzle étant que le spell ne se résout pas du fait qu'il y a quelque chose dans la. Fait que ça marche pas. Oh. Je savais vraiment pas ça. J'aime pas cette carte-là. T'aimes pas cette carte-là? Ben, ça cause des créatures. On me dit, la seule raison que tu vas la jouer, c'est dans Noyan et c'est tout. Oui, c'est vrai. Tu sais, il y a plein de board warp, mais il y en a un que tu peux genre soit détruire les artefacts ou les enchantements, ou les créatures vont être meilleures pour 5, là, t'sais. C'est Noyan, je sais pas comment on l'écrit. Attends. N-O-Y-A-N. N-O-Y-E-N? A-N. Oh, A-N, c'est vrai, ouais. Ah, me semblait aussi. Quand on fond erreur 404. Oh, l'erreur 404 n'a pas duré longtemps. Ça, c'est ma promo justement de Bowser Nectar que j'ai eu. Ah, c'est cool ça. Ouais, j'aurais mieux mon Lilamog, mettons. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais en vrai, il est fun à jouer parce qu'il y a plein de cartes Oui. qui permettent justement de tourner autour de lui à cette heure. Oui. D'ailleurs, je suis en train de me le construire ce deck-là à l'heure actuelle. Il y a encore des proxys là-dedans, là, mais des fois je joue avec du monde justement. Tu viens de me faire penser, Noyan, tu peux mettre maintenant les nouvelles cartes de Noyan DLC qui transforment, tu sais, l'enchantement qui transforme une laine, là. Ça transforme une laine en créature, puis quand la créature. Si c'est pour péter la créature, la laine, ça va la mettre indestructible jusqu'à la fin du tour. Ah, ça peut être intéressant. Il y a aussi les laines artefacts indestructibles. Il y a un laine Tu sais, le cycle des laines artefacts double couleur, mais Tout à fait. Oui, ça, tu peux le mettre Tout à fait. Darksteel Citadel aussi, tu peux Oui, mettre aussi. Tu peux aussi Deux mettre le couleurs, Lotus s'il te Field. Le Oui. Lotus Field qui est explose. qui explose. Bon, ok, tu t'en sers pour attaquer, puis tu perds les 3 mana qu'il pourrait te donner, mais ça reste quand même. C'est ça. Voilà. bon. Moi, je préfère aller chercher indestructible parce qu'au moins, ça t'enlève pas la possibilité de faire 3 mana. Yep. Voilà. Bon, la deuxième, c'est bien évidemment le cycle des Battlelands. Donc, il mentionne le Prairie Stream, mais je pense que c'est plutôt le cycle complet. C'est juste complet, je pense. Aussi. En 8e position, on a le Ulamog. 8e. Non. C'est autre chose. Ah! Tournée, ça serait pété. T'en penses quoi, une laine... T'en penses quoi d'une laine de couleur qui rentre tape, mais qui en tape un autre land? Ouais, Ah, ça non, c'est pas vrai. moi, je vais mettre ça, je vais en taper mon Gaia Squirtle, faire encore plus de mana, là. Ouais, c'est non, vrai. pété. Ouais, ça serait effectivement pété. Ah, ça, non, ok, excuse-moi, je Ou- pensais que t'aurais Ulamog. Non, Ulamog Nullifier, t'es comme non. Ou ce que t'aurais pu faire... Non, ok, en fait, ce serait... Tu pourrais dire que tu l'untappes si t'as exactement tel nombre de terrains. Mais ce serait un Ouais. peu poche. Ouais. C'est un peu restreignant. Mhm. Mais bref. Bref. Donc, la 8e carte, c'est un Ulamog Nullifier. Une 2-3 pour 4, dont un bleu et un noir. Ça flash, ça flying, ça devoid. Quand tu es en jeu, tu mets les deux cartes du dessus. Tu mets les deux cartes du dessus de la libérée d'un adversaire ciblé dans l'exil. De l'exil. Les deux cartes de son exil vers le cimetière. Et si tu le fais, quand tu as un spell. Ça. Une des affaires maintenant que je vais pouvoir t'aider aussi là-dessus, c'est les processors. Les processors, souvent, il y avait ce type-là pour dire qu'il y avait un effet de si tu faisais quelque chose, que tu ramenais des cartes de l'exil dans le cimetière, ça faisait un effet. Oui, en effet. Donc, là, c'est malheureusement en anglais, mais quand les conditions sont bons, les petits Eldrazi peuvent totalement ruiner le plan de l'adversaire. Qui essaie de bloquer ou d'attaquer. En contrant, qui essaie de bloquer ou de contrer un spell. T'es vraiment chanceux. Faire les deux. J'ai vraiment très... Je suis vraiment mauvais en anglais, je vous dis tout de suite, là. Mais voilà. Ensuite, on a Omnixilis, dont on a mentionné tantôt. Oui. Petit peu son cœur. Ensuite, on a, donc en 7e position, on a Omnixilis. En 6e position, Desolation Twin. On a le Desolation Twin. Cet énorme 10-10 pour 10 qui, quand tu le joues, tu casses, ben t'as un autre 10-10 derrière. Voilà. T'as deux 10-10 derrière. Le problème, pas de capacité d'évasion. Non. Entre ça puis la mog, tu vas jouer la mog. Ouais.
Là-bas, il est meilleur. Même dans un deck token, c'est trop cher pour ce que ça fait. Ah, c'est trop cher en fait, du coup. Beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Ensuite, on a une petite commune. En 5e position, ils ont mis une petite commune qui s'appelle comme ça. Comme ça, je sais pas que Ah ouais. Ces cartes s'appellent comme ça. Ah, le voilà. Donc, Snapping Gnarlid, c'est une créature de 2 pour 2 dont un vert. Ça dit en gros, quand elle entre en jeu, il donne plus d'options jusqu'à la fin du tour. Et c'est tout. ça c'était pour expliquer. T'aurais dû mettre Omnat Locus Afraid à la plate pour expliquer le landfall, là. Oui, en effet. Ben, c'est pas pour expliquer le landfall, c'est surtout les cartes qu'elle considère comme les plus cool. Pas cool. Ouais, c'est poche un peu, en vrai. Ouais, il gagne des boosts temporaires, mais je pense qu'il passait juste en termes de standard, en fait. Ouais. C'est même pas joué en standard, au final. Non. Ben. Non, peut-être pas celle-là. Je sais qu'il y en avait un qui avait un chat que justement, quand tu mettais un land, ça lui donnait plus 2 plus 2. Ouais, ça, lui, il est largement mieux parce que le boost est meilleur, là. Ouais. Peut-être le nouveau dans Zendikar, dans le nouveau Zendikar Rising, là, qui est dans le rouge. Ouais, pis d'ailleurs, le chat dont tu as mentionné, en fait, il était joué dans le tribal chat avec. C'était le tribal chat Célestia. Ouais, le knockout. Ouais, le chat, là. Ouais. La Je crois patoune, que ça. plus 1 c'était une montagne, plus 1 c'était une plaine. Non, le commander chat, là. Tribal chat, là. Ah! Ok, oui, Arabo. Exactement, bravo, je cherchais le nom. Ensuite, en 4e position, dans leur petit texte, on a Zada. Une créature assez peu connue, qui est une 3-3 pour 4 non en rouge, qui dit quand tu joues un instant ou une sorcellerie qui cible Zada, tu copies le spell pour chaque créature que tu contrôles. Ça target un différent autre que... Ben, ça target quelqu'un de différent, en fait. En gros... Ça va tourner 1%. Oui, il s'en allait, s'en allait. Ah, ok, ben, écoute, merci d'avoir été là, ton ligne de 4, pis merci, pis bonne nuit. Franchement, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait vraiment super plaisir. Donc, Zada est un grinder. 3 pour 4 qui dit. En gros, pour résumer, si je casse un truc qui cible mon Zada, un truc qui donne un boost temporaire, ben, je vais copier ce sort pour toutes les autres créatures que je possède. Ils vont évidemment cibler la créature en question. Donc, en gros, admettons que je donne fais un trick de combat qui donne +3/+3 à mon Zada. Pour les autres créatures, ils vont également gagner +3/+3 parce qu'il y a un sort qui va être créé, qui va être copié pour eux autres, en gros. Je sais pas si j'ai bien compris. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Puis là, tu joues des cartes qui donnent des boosts à une créature, puis j'ai une carte. Puis là, oui, ça c'est vachement fort. Mais la carte est surtout connue. Il est jouable en tant que commander dans des decks de tricks de combat, mais il est surtout efficace dans le deck Feeder. Ouais, Feeder, bah oui. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une carte qui peut être potentiellement cool. Parce qu'on peut voir qu'au départ, dans Battle of Zendikar, c'était une rare, puis maintenant, c'est une non-co. Exactement, oui. J'ai complètement... Je voulais pas montrer parce que c'est pas des cartes qui font partie de mon critère. Mais en parler dans ce cahier-là, c'est quand même vachement intéressant. Oui. Puis oui, en effet, Zada, c'est une cool carte dans Feeder, mais ça, c'est à peu près tout. Ensuite, on a le... Qu'est-ce que ça dit? La mécanique était quand même assez le fun, là, par été. Ouais, en fait, Feeder, c'est peut-être le seul deck Commander qui utilise très efficacement les tricks de combat. C'est vraiment ça que je trouve dommage, les tricks de combat, c'est vraiment des sorts qui peuvent vraiment surprendre l'adversaire. Parce que c'est tous des instants pis tout. Et en plus, t'as des affaires qui fait piocher les cartes. Puis c'est le seul deck qui est capable d'utiliser comme du monde les tricks de combat. Ouais. Vraiment dommage. Mais bref, ensuite de ça, on a Shablin Vent, dont j'ai... En 3e position, on a Shablin Vent, la Manland de 2-3 lifelink. Bon, là c'est normal un peu qu'il le trouve cool. Ensuite, en 2e position, on a Kiora, Master of the Depths. Ouais. Le Planeswalker vraiment pas... Et en première position, et je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus, Ulamog de Senseless Hunger. Ils ont même pas mis Gideon là, dans le top 10, tu sais. Ouais, t'as totalement raison, ils ont pas mis Gideon. C'est ça qui était... J'aurais mis Gideon en place de Kiora, ça c'est sûr à 100%. Surtout que c'est quand même un des premiers Planeswalkers qui pouvait quand même ulter quand il arrivait en jeu, tu sais.
Après, ce qui est écrit dans ce petit cahier-là, là, donc vous voyez les top 7, c'est pas forcément objectif en fait. Parce que c'est clairement les termes utilisés, c'est coolest. Tu sais, pour eux, c'est les cartes les plus cool qu'ils trouvent. Ah, mais une commune 2-2, c'est pas cool. Ouais, une commune 2-2 qui fait juste gagner +1/+1. C'est un peu poubelle ça en vrai. Ouais. Ok, fine à limiter, mais par de ça. Ouais, ça va pas plus loin que ça. Ben voilà. Fait que c'est ça qu'on peut retrouver dans les player guides qu'on pouvait trouver dans les fat packs de l'époque, aujourd'hui appelés bundle. Et qui étaient vachement cool en fait. Faudrait qu'ils refassent de ça au moins. Ouais. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Ben, en même temps, c'était le fun parce qu'après ça, t'as toutes les autres cartes du set. Fait que si tu voulais, tu pouvais, genre, mettons, te faire un petit point de faire quand tu les avais pour savoir Oui, qu'est-ce qui te manquait. Puis. Ouais, il y avait ça à la fin. Complètement à la fin du Fat Pack. Non, pas à la fin du Fat Pack. Non, il n'y avait pas une liste de cartes en points, mais effectivement. Non, mais je veux dire, ça. il y a toutes les cartes, ça, je veux dire. Mais tu sais, toi, tu pouvais mettre, exemple, mettre un point ou quelque chose comme ça. Tu pouvais mettre de quoi pour savoir qu'est-ce que t'avais pris. Puis. Ouais, en effet. Après, il y a personne qui va le faire parce qu'il y en a qui gardent ça comme si c'était des bons trucs de valeur, là. Mais bon. Moi, je les conserve parce que c'est quelque chose de bien cool. Ben, exemple, tu peux les mettre directement dans ton cartable en avant, tu sais. Oui, c'est ça que j'ai fait aussi. J'ai regardé mon gros cartable de Camden Tarkir, là. Tout est dedans, là. Regardez ça, là. Le paquet là. Toutes mes cartes sont là. Et voilà. Ah, ça va être dur de tenir... vous voyez la grosseur du cartable? Et voilà, ça, toutes mes cartes sont là-dedans, là. J'ai toutes les cartes, là. Enfin bref. Ah, ça bouge. Bon, ben ça conclut la chronique de Magic the Gathering édition. Je pensais vraiment pas que ça serait aussi long à faire, en vrai. Tu sais, ça a quand même duré 40 minutes de plus par rapport au live que je fais d'habitude. Mais franchement, tant mieux, ça veut dire... En plus, c'est une édition qui était relativement petite. Je pense qu'on peut conclure. Je vais te demander en premier, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que Battle of Zendikar c'était quand même un bon set. Je me rappelle que le drafter, le faire en limited, c'était quelque chose de assez le fun. Je veux dire, j'en ai fait beaucoup. Surtout du fait que j'ouvrais des boîtes, mais j'ouvrais des bras surtout pour les drafter. Je dirais que j'ai bien aimé le set. C'est sûr que si tu y revends un peu en throwback, tu te remarques que, à part les Expeditions, il n'y a pas beaucoup de cartes qui vont rembourser ton booster. C'est vrai. Surtout que là, le booster, il doit être quand même une couple de pièces, comme tu disais, qui était peut-être 10$. Il est à 10$. Je le confirme, il est à 10$ à l'imaginaire. En ce moment, t'as 2 cartes qui bossent de 10$. Là. Ben, peut-être pas 10, mais donc 5 cartes à peu près, peut-être, qui vont rembourser ton paquet. Là. Moi, de mon côté, c'est vrai que c'est une bonne édition, mais il y a mieux aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, il y a mieux. C'est juste, surtout, c'est les cartes. On en regarde, par exemple, on les repense, t'as des cartes là, outside de standard. Moderne, t'as le choral, t'as le retreat qui a finalement été remplacé, t'as beaucoup de cartes qui ont été remplacées, puis t'as quelques cartes qui sont jouées à Commander, mais c'est pas des staples. The Part Control a été l'exception, on se comprend là-dessus. Ulamog et Sanctum of Yugin, ce sont des cartes de moderne en effet. Oui, effectivement, mais il n'y a pas tant beaucoup de cartes là-dessus qui sont restées et qui sont restées à être jouées justement. En tout cas, bref. Bon. Ben, ça conclut mon analyse de Battle for Zendikar. Merci à toi, Dark Greens, d'avoir été là. Et surtout, merci pour avoir dépassé les points pour faire vivre cette analyse de Battle for Zendikar. Mais il n'y a pas de problème. Surtout qu'en plus, t'as apporté vachement ton point de vue là-dessus. Et surtout, des connaissances que moi, je savais pas. Et toi, t'es plus du côté du standard. Moi, je suis plus du moderne et du commander. Et bon, toi aussi, t'es tout aussi moderne également, là. Surtout que standard, c'est quelque chose que je connais moins, puis toi, t'es venu à apporter un petit peu plus de connaissances là-dessus. Je trouve ça vachement cool, là. Ouais. Et en tout cas, merci encore une fois d'avoir été présent, puis de pouvoir parler avec moi de l'édition de Battle for Zendikar. Il n'y a pas de problème, de toute façon, à tes 300 follow, tu vas avoir une couple d'éditions à faire. Ben, je vais pas les analyser comme j'ai analysé l'édition aujourd'hui, là. Je vais juste mentionner des raisons de pourquoi, puis
ça sera pas aussi détaillé que comme dans la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, Moi, je évidemment. te dirais peut-être, va, je pense, le mieux que tu peux faire, je pense, c'est chaque set qui sont légaux en moderne, la carte, selon toi, qui est celle qui influence le plus le moderne. Là. Et on donne un exemple, Carniberated, ben, t'es dans son set, je pense, faire la carte du set, quelque chose comme ça. Ou genre Ragavan pour Modern Horizon 2, exemple. Ouais, mais je peux aussi nommer plein de cartes en vrac qui sont bons en moderne également. Genre même Blood Moon dans Chronicle ou... Genre par exemple dans Donjons et Dragons par exemple, il y a une carte qui coûte 3 dans 2 bleus pis qui est super fort dans les decks 1000. Oui. Parce que c'est le rire de Tasha quelque chose là. Tasha's Hideous Laughter. Yes, celle-là a tellement poussé les decks de 1000 là, ça a rendu leur match-up contre les decks aggro et les decks Death Shadow vachement meilleurs parce que... Oh, ben oui, ben oui. Ben oui! Parce que non seulement du 1000, mais c'est même pas du 1000, c'est de l'exil. Et jusqu'à ce que tu atteignes tel nombre de valeurs de mana total. Fait que si t'exiles des lames, mais t'exiles encore plus de cartes. T'sais, souvent, tu dis en moyenne, pour 3 de mana, t'exiles 20 cartes. T'sais, un tiers du deck pour 3 de mana, c'est pas mal bon. Déjà que Traumatize 1000 la moitié de la library, mais lui, c'est genre, si le gars il reste plus beaucoup de cartes, là, tu vas l'enlever le restant, là. Ouais. En tout cas, bref. En tout cas, je te remercie, puis je vais arrêter le live aujourd'hui. Fait que... merci d'avoir été là encore une fois, puis on se retrouve à la prochaine. Yes! À la prochaine, là. Ciao tout le monde! Salut, Dog Wings!